Et re-bienvenue pour ce deuxième live de la journée, de la quatrième journée en fait déjà de la troisième édition des Rendez-vous d'Histoire de Québec. Donc ça passe extrêmement vite. Il faut dire aussi qu'on a tellement d'invités intéressants, du beau contenu de livrer pour cette édition des Rendez-vous d'Histoire. Donc évidemment, lorsqu'on s'amuse, comme on dit, le temps passe un peu plus vite. Alors mon nom est François Lafont, animateur et diffuseur officiel pour les Rendez-vous d'Histoire de Québec de cette année. Historien, gamer, streamer sur la plateforme twitch.tv sous le pseudonyme L-Frank. Alors on se retrouve pour ce deuxième live de la journée en compagnie de Geneviève Bergeron, avec qui je vais m'entretenir en fait à propos de la prise du fort William-Henry. Plus précisément, notre intervention d'aujourd'hui s'intitule « 1757, l'autre histoire de la prise du fort William-Henry ». Détentrice d'un baccalauréat et d'une maîtrise en histoire de l'Université Laval, ainsi que d'une maîtrise en administration publique de l'École nationale d'administration publique, Geneviève Bergeron travaille comme experte conseil en performance des organisations publiques au gouvernement du Québec depuis une dizaine d'années. Dans ses loisirs, elle est reconstitutrice historique au sein de la Garnison de Québec et de la Compagnie des canonniers bombardiers de Québec. Elle s'intéresse à l'histoire militaire de la guerre de 7 ans ainsi qu'à l'histoire sociale des dernières années du régime français. Bonjour Geneviève. Bonsoir. Merci beaucoup d'être des nôtres aujourd'hui pour cette édition des Rendez-vous d'Histoire. Merci pour l'invitation. Donc, comme première question, en fait, 1757, c'est un contexte que la plupart des gens, en fait, connaissent peut-être pas précisément. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quel contexte on se trouve à cette année-là? Tout à fait. Donc, c'est la guerre de 7 ans. On est pendant la guerre de 7 ans. Ça vient tout juste de débuter. La France et l'Angleterre sont entrées officiellement en guerre en 1756, donc l'année précédente, bien qu'au Canada, les premiers coups de feu aient été tirés dès 1754. La campagne de 1757 s'amorce sous des auspices favorables. Il y a des renforts et des vivres qui sont arrivés au printemps et les campagnes de 1755 et 1756 ont été à l'avantage de la France. Le gouverneur Vaudreuil prépare la campagne de 1757 depuis un certain temps. Cap sur le lac Saint-Sacrement ou Lake George pour les Britanniques ou aujourd'hui lac Champlain. D'ailleurs, je vous montre là une image. La campagne va débuter au fort Carillon, qui est vraiment là, le petit point bleu. Je n'ai pas de pointeur, mais en fait, il est ici à la droite. Donc, l'objectif est de prendre le fort William-Henry. Et là, j'ai vraiment mis l'accent sur le fort William-Henry. De prendre le fort Édouard et de prendre aussi Albany, qui est la capitale économique de la colonie new-yorkaise, parce que là, on est dans la colonie new-yorkaise. À la fin de juillet 1757, les troupes françaises et leurs alliés amérindiens partent du fort Carillon pour se rendre devant le fort William-Henry. À partir du 4 août et jusqu'au 9 août, les Français vont faire le siège. Les Britanniques capitulent le 9 août. Et la journée même, donc le 9 août, et le lendemain, le 10 août, les alliés amérindiens des Français vont s'en prendre à la garnison britannique et c'est ce que l'histoire retiendra sous le nom du massacre du fort William-Henry. Est-ce qu'on ne serait pas dans le contexte, justement, où justement le siège et son issue, ça ne serait pas ce que James Fenimore Cooper utilise comme toile de fond pour son roman The Last of the Mohicans? Exactement. Et c'est probablement aussi la dernière adaptation au cinéma de ce roman qui fait qu'on porte encore un certain intérêt aux événements du fort William-Henry. Dans la mémoire collective, autant aux États-Unis qu'au Canada, ces événements-là ont vraiment une teinte dramatique. Il y a de nombreux récits, outre le roman, qui vont contribuer à cela. Dans les jours qui suivent la capitulation du fort, il y a des journaux comme le Pennsylvania Gazette ou le Boston Gazette qui vont rapporter là, des comptes rendus très sensationnalistes des événements. Il y a aussi des mémoires, des relations, de la correspondance qui vont être éditées au fil du temps, là, à partir de la fin du 18e siècle, tout au long du 19e siècle. Je pense entre autres aux écrits de Bougainville, Lévis, le père Roubaud, le milicien américain Jonathan Carver aussi. Et il y a évidemment les historiens qui ont contribué largement. Et la première mention des événements du fort William-Henry dans un ouvrage historien date de 1763, donc 5 ans à peine après les faits. Et encore tout récemment, il y a des historiens qui s'y intéressent. Je pense à Dave Noël avec son ouvrage sur Montcalm qui a consacré un chapitre à l'année 1757. Toutefois, il y a vraiment peu d'historiens qui se sont intéressés et qui ont essayé de comprendre ce qui s'est passé à l'été 1757, mais du point de vue amérindien.
Il manque finalement la version des faits des acteurs les plus importants des événements et ça, c'est, d'après moi, une lacune importante dans la compréhension globale des événements de William Henry. Et c'est ce qui m'a intéressé particulièrement, cette autre histoire du fort William Henry, la prise du fort William Henry. Je trouve ça super intéressant parce que moi, justement, le dernier des Mohicans, j'ai vu ça, je devais avoir à peu près 15 ans au début des années 2000. Ça faisait déjà un certain temps que le film était sorti, puis je me souviens encore que c'est un film qui a une imagerie très, très forte, qui frappe beaucoup. La musique est tellement incroyable, l'immersion qu'on ressent en écoutant ce film-là, tout le flot de sentiments qu'on reçoit justement en voyant les personnages à l'écran, c'est assez incroyable. Puis justement, je suis très content de t'entendre là-dessus aujourd'hui, puis je me demandais justement comment on fait pour trouver de l'information sur le point de vue des Alliés. Sans surprise, il n'y a pas de sources écrites qui ont été écrites par les Amérindiens du 18e siècle. Ce n'est pas une culture de l'écrit à ce moment-là. Et il n'y a aucun contemporain qui n'a écrit de compte-rendu, qui a écrit ses mémoires ou quoi que ce soit. Et même du côté de l'historiographie autochtone, c'est assez silencieux aussi. Ce qui fait que on se tourne vers l'anthropologie, la sociologie, l'archéologie, pour tenter de donner une interprétation aux faits et gestes des alliés amérindiens lors des événements là, de 1757. Mais évidemment, il y a des limites. Hein? Donc, on n'aura jamais de certitude là, sur ce qui s'est passé réellement. Mais je trouve que c'est quand même un beau défi d'historien que de donner ou tenter de donner une voix à ceux qui n'en ont pas eu. Qui sont donc à ce moment-là les protagonistes sur les rives du lac Saint-Sacrement l'été 1757? C'est simple, il y a deux camps. Les Français, les Canadiens et leurs alliés amérindiens. Les Britanniques, les colons américains, leurs alliés amérindiens et des civils. Et là, je vous présente, j'ai fait ça clair. Alors, les Français, tout d'abord. Il y a ici la ventilation là, des effectifs, mais grosso modo, on retient qu'il y a 8000 hommes sous le commandement du général Montcalm. J'attire particulièrement votre attention sur les 1799 alliés amérindiens. Bon, c'est très précis, on va dire 1800. Ça représente en fait un des plus gros déploiements là, d'alliés lors d'une campagne. En 1757, là, pour vous donner un comparatif, en 1756, à Fort Oswego, il y avait 3000 hommes et 250 alliés amérindiens. Donc, un an plus tard, on a 7 fois plus d'alliés qui sont présents. La diplomatie et le jeu des alliances qui a été mis en place là, par la France a porté fruit là, à ce moment-là. Évidemment, là, vous avez remarqué que c'est une photo d'époque. Donc, c'est un événement de reconstitution, justement. C'est ce que je me demandais d'où ça venait, William justement. Henry, oui, ça a été pris en 1757. C'est pour le 260e anniversaire là, de la prise du fort il y a 2 ans déjà. Oui, c'est impressionnant, il y a beaucoup de reconstituteurs. Je trouve ça, c'est beau à voir, franchement. Oui, quand même. Hein? Je vous parle un petit peu plus là, des alliés qui sont présents. Il y a 2 groupes, il faut vraiment les distinguer. Là, ce sont des groupes vraiment distincts. Donc, on a les domiciliés et on a les Amérindiens des pays d'en haut. Du côté des domiciliés, on mentionne qu'il y a environ 800 domiciliés qui sont présents. Ce sont des Amérindiens qui sont catholiques, qui sont alliés des Français et qui sont sédentarisés à proximité de leurs habitations, principalement dans la vallée du Saint-Laurent. Là, je vous mentionne quelques nations qui sont présentes. On dit que les Hurons de Lorette et de Détroit sont présents. Les Iroquois de Sault-Saint-Louis, Lac-des-Deux-Montagnes, de la Présentation. Il y a des Abénaquis de Bécancour, de Saint-François, des Algonquins de Pointe-du-Lac, des Micmacs de l'Acadie et des Malécites. Les Amérindiens, les domiciliés ne sont pas laissés à eux-mêmes durant la campagne de 1757. Ils sont accompagnés, voire encadrés, par des missionnaires, des interprètes et des officiers canadiens. De l'autre côté, on a environ 1000 alliés qui proviennent de la région des Grands Lacs et de la vallée de l'Ohio. C'est ce qu'on appelle les pays d'en haut. C'est du jamais vu. Il n'y a jamais eu autant de participants de la région des pays d'en haut à se joindre à une campagne, là, surtout aussi loin, là, finalement, de la région des pays d'en haut. Ce sont des Amérindiens qui sont parfois catholiques, mais ils demeurent quand même peu influencés par la culture et la religion des Français.
Il y a quand même un certain métissage, mais c'est des alliés qui vont continuer d'avoir un mode de vie traditionnel. Puis par traditionnel, j'entends avant contact ou vraiment là, avec des contacts très réduits avec les Européens. Durant la campagne de 1757, on mentionne qu'il y a vraiment de très bonnes relations entre les domiciliés et les gens des pays d'en haut. Et je vous mets un extrait, là, je vais le lire. Juste avant là, le départ de Carillon, à la fin du mois de juillet, il y a un conseil de guerre et à ce moment-là, on s'échange différentes civilités, notamment Kisenski, qui va adresser ses remerciements aux Amérindiens des pays d'en haut, en les remerciant d'être venus pour nous aider à défendre nos terres contre l'Anglois qui les veut usurper. Montcalm va vous réunir, mes frères, et vous lier par le plus solennel des nœuds. Acceptez-le avec joie, ce nœud sacré, et que rien ne puisse plus le rompre. Du côté des pays d'en haut, il y a un orateur, Penanouel, qui, lui, parle de nations qui se promettent ici une union indissoluble. Je trouvais ça intéressant dans ta diapo précédente avec le tableau des troupes françaises, à quel point il y avait finalement autant, voire même plus, de troupes, de miliciens que vraiment de soldats de terre professionnels. Effectivement, c'est aussi une particularité là, de la campagne de 1757. Et beaucoup d'alliés autochtones, là, justement, comme on vient de le préciser. Dans l'extrait que tu nous as lu, on voit déjà que la bonne entente règne au moment du départ avant d'arriver au fort William-Henry. Qu'est-ce qu'il y en est du côté des Britanniques? Alors, du côté des Britanniques, je vous mets encore là, le décompte des troupes. Donc, on dit qu'il y a 2300 hommes qui sont sous le commandement du lieutenant-colonel Monroe. Ce qui est quand même intéressant de voir, c'est que 2300, puis je vous parlais de 1800 alliés amérindiens du côté des Français, il n'y a quand même pas une grosse différence entre, finalement, l'ensemble de la garnison britannique et, finalement, les effectifs alliés amérindiens des Français. On sait aussi que les Britanniques sont accompagnés d'alliés amérindiens, de leurs alliés amérindiens. On a d'ailleurs là, des mentions que certains auraient été surpris à proximité des campements français là, et qu'ils ont été capturés. Selon toute vraisemblance, ce seraient les Agnés et les Mohicans. La grande majorité des membres de la Ligue iroquoise, et les Agnés en sont membres, là, ont choisi le camp de la neutralité dès le début des hostilités en 1754. Par contre, les Agnés sont vraiment dissidents au sein de leur propre organisation politique. Et il y a une bonne raison à cela, c'est qu'ils veulent maintenir d'excellents liens commerciaux avec les Britanniques. Malheureusement, on n'a pas le nombre là, d'alliés amérindiens des Britanniques. C'est pas aussi précis que du côté des sources françaises. On sait aussi qu'il y avait des femmes, des enfants, des domestiques et des esclaves qui étaient présents à William Henry. C'était courant pour l'armée britannique d'être accompagnée de civils. Ça se faisait autant en Europe qu'ici en Amérique. Mais encore là, malheureusement, on n'a pas de registre là, de ces anonymes. Devant William-Henry, on va donc se retrouver en présence de plus de 10 000 hommes de guerre, sans compter les civils. On voit justement dans les statistiques que tu nous présentes que ça va pas bien pour c'est quand même vraiment très, très, très surpassé par le nombre. Comment vont se dérouler les événements par la suite? J'ai découpé là, la campagne en 4 temps forts. Vous les avez là à l'écran. Donc, il y a un départ qui se fait du fort Carillon le 29 juillet pour Lévis par voie de terre et le 1er août pour Montcalm par voie maritime, par voie navigable en fait. Tout ce beau monde se retrouve le 2 août à proximité du fort. On envoie des éclaireurs pour s'assurer là, que les conditions sont toujours bonnes pour assiéger le fort. Et le 3 août, Montcalm envoie une missive à son vis-à-vis Monroe pour lui dire qu'il est là, qu'il est accompagné d'une armée nombreuse, qu'il a plusieurs pièces d'artillerie et qu'il est aussi accompagné de plusieurs alliés amérindiens. Le siège débute le 4 août. Les premières tranchées sont creusées et rapidement on déploie l'artillerie. Les premiers tirs sont faits là, le 6 août. La guerre de siège, puis ça, Michel Thévenin, là, dans son blog Tranchées et Tricornes, là,
c'est vraiment en tout cas, je vous invite à aller le consulter là, parce qu'il y a vraiment une suite. C'est des événements très prévisibles. Ça se fait dans un ordre précis. Il n'y a pas grand-chose qui est laissé au hasard, là. Donc, vraiment, tout se fait là, dans les règles de l'art à William Henry. Du côté des Alliés, leur fonction est surtout d'harceler les Britanniques. Donc, ils vont créer un certain climat d'angoisse autour du fort, il y a un campement retranché aussi pas loin. Et ils interceptent aussi les communications entre le fort Édouard, qui est à proximité, et le fort William Henry. Et Montcalm, en fait, va mettre la main sur une missive du colonel Webb, du général Webb, pardon, qui est à Fort-Édouard et qui informe Monroe qu'il n'enverra pas de renfort. Donc, c'est un atout là, assez important que Montcalm va garder dans son jeu jusqu'à la pas dernière minute, mais en tout cas le plus longtemps possible pour que finalement, quand il informe Monroe le 7 août qu'on oublie ça, les renforts, bien, selon le déroulement de la guerre de Seiche, on est rendu au bon moment, là. Donc, le 9 août, à défaut de renfort, bien, Monroe et les Britanniques vont capituler. Les termes de capitulation sont envoyés aux Français. Ils vont être négociés assez rapidement là, dans l'avant-midi. Les Français ont consulté leurs alliés amérindiens aussi. Et tout le monde là, était en accord avec les termes. Les Français accordent les honneurs de la guerre à la garnison, mais ils ne font pas de prisonniers. Les Britanniques vont être escortés jusqu'à Fort-Édouard avec leurs bagages. Et Montcalm prend sous sa protection les malades. Ensuite, et c'est là que ça se corse, on a dans l'après-midi du 9 août les Alliés qui vont aller piller le fort puis importuner les Britanniques qui sont restés à l'intérieur. Pour protéger les Britanniques, pendant un moment, on décide de devancer le départ vers le fort Édouard durant la nuit du 9 au 10 août. Puis finalement, on revient au plan initial à l'aube du 10 août. Là, il y a des ordres, contre-ordres. Finalement, tranquillement, pas vite, là, la confusion règne un peu, là, autant du côté des Français que du côté des Britanniques pour l'heure du départ, le 10 août. Tôt le matin du 10 août, les Alliés vont faire une visite à l'hôpital et vont précipiter la mort d'une quinzaine de blessés et de malades qui s'y trouvent. Au même moment, dans le cimetière avoisinant le fort, il y a aussi des Alliés qui vont déterrer des cadavres. Et quelques instants plus tard, départ des troupes britanniques vers le fort Édouard, il y a beaucoup d'alliés amérindiens qui sont présents. Les missionnaires, les interprètes ne sont pas là. L'escorte française qui a été promise qui a été convenue lors des termes de capitulation est peu nombreuse. Rapidement, les Alliés vont tenter de prendre les bagages des soldats britanniques. Au départ, bon, ils vont refuser. Puis finalement, les officiers britanniques vont suggérer de laisser aller. Parmi les effets des soldats britanniques, les Alliés vont mettre la main sur de l'eau de vie. Et donc, il y aura des Alliés qui vont s'enivrer. Ensuite, bien, on attaque, les Alliés attaquent littéralement là, la garnison britannique. Il y a les missionnaires, les officiers français, les officiers canadiens vont tenter de s'interposer, mais sans succès. Donc, c'est en gros là, la suite des événements pour cette campagne-là devant le fort William Henry. Merci pour ce récit-là des événements justement très précis, très cohérent, très bien présenté. Il y a un point sensible et assez litigieux, par contre, à l'issue de ces agressions-là, et c'est le nombre de morts. Tout à fait. Les historiens ne s'entendent pas. Il y a des historiens qui avancent une vingtaine de morts, d'autres 200, puis j'ai même lu là, 1300 morts sur une garnison de 2300 hommes. Les estimations plus réalistes seraient autour d'une cinquantaine de morts. Évidemment, bien, c'est quand même toujours dramatique, là, même si on est dans une période de conflit. Les morts seraient majoritairement des militaires. Du côté des civils, c'est incalculable, mais les civils, on sait qu'ils ont une plus grande valeur comme captifs, donc il y a de fortes chances qu'ils n'aient pas été tués. Puis justement, si on parle à propos des captifs?
Bien, du côté du nombre de captifs, ça fait plutôt l'unanimité. Les contemporains et les historiens s'entendent pour dire qu'il y aurait eu entre 500 et 600 captifs de fait par les alliés amérindiens. Les Français ont racheté la presque totalité des captifs. Montcalm en aurait pris 200 à 300 sur place, puis Vaudreuil va en racheter le même nombre quelques jours plus tard à Montréal. Ce qui fait que peut-être moins d'une centaine de captifs auraient été conduits dans les nations amérindiennes. Une question que je me pose à propos justement du nombre de morts et du nombre de captifs, c'est à partir de quelle source qu'on peut justement retrouver ces estimés-là, puis jusqu'à quel point ils sont précis, ces sources-là sont précises en fait? C'est absolument pas précis. Bien, en fait, oui, il y a des mentions qui sont très précises, mais encore là, parmi les sources, soit les sources britanniques où on a tenté d'exagérer la situation, mais c'est à prendre avec un certain recul. Puis du côté des Français, bien, on essaye de calmer le jeu, peut-être en diminuant aussi le nombre. Donc, c'est vraiment impossible d'arriver à un nombre où on aurait vraiment des certitudes. Là. Parce qu'il y a toujours une certaine subjectivité dans les sources, finalement. Tout à fait. Puis si on revient justement aux gestes qui ont été posés les 9 et 10 août, quelles explications on donnerait les Alliés là, finalement pour ces gestes posés à ces deux dates-là? Bien, la guerre amérindienne, c'est une guerre parallèle à celle des Européens. Ce qui signifie qu'elle ne va pas à l'encontre des visées françaises, mais elle poursuit des objectifs, l'atteinte d'objectifs amérindiens. Les Alliés sont indépendants des Français, autant dans leurs intentions que dans leurs actions. Ils mènent une guerre à leur façon et ils agissent selon leurs propres intérêts. Et là, ça m'amène à vous parler de ce qui est pour les Amérindiens comme une victoire. Ça prend 4 conditions. Vous avez la première qui est à l'écran. Donc, faire des prisonniers, ramasser des scalps, prendre du butin, tout en subissant le moins de pertes humaines possible. De cette façon, les guerriers amérindiens ont une preuve qu'ils ont participé à la guerre et qu'ils s'y sont illustrés. En décortiquant les événements des 9 et 10 août, on constate à quel point c'est vraiment la recherche de victoire qui intéresse les alliés amérindiens puis qui motive leurs actions. Et clairement, la signature de la reddition du fort William Henry, les conditions de victoire ne sont pas remplies, sinon qu'il y a vraiment très peu de pertes humaines. Là. Les mentions dans les sources sont anecdotiques. Donc, il y a beaucoup de mécontentement, finalement, chez les alliés autochtones. Tout à fait. Le fil des événements s'expliquerait donc par l'absence de conditions de victoire là, de la reddition, finalement. Pas de prisonniers, de scalps, de butin. Au final, c'est un bilan très négatif là, pour eux. Exactement. Puis, bien, je vous propose dans les prochaines minutes là, qu'on explore les 3 conditions là, qui n'étaient pas remplies au moment de la signature de la reddition. Parfait, mais justement, si on commence par les prisonniers, c'est quoi leur importance pour les Alliés? Pourquoi ils en font autant de conditions de victoire? Bien, traditionnellement, les prisonniers ont 3 avenirs possibles. L'adoption, la mort ou l'esclavage. S'il est adopté, le captif va devenir un membre à part entière de la communauté en remplacement d'une personne décédée. Donc, évidemment, là, il y a une importance démographique là, à l'adoption. Et c'est souvent le sort qui est réservé aux femmes et aux enfants parce qu'ils ont de meilleures chances de s'intégrer, de s'adapter à leur nouvelle famille. Donc, c'est des prisonniers, des captifs qui vont être privilégiés pour l'adoption. S'il doit mourir, le prisonnier va être torturé et peut-être consommé ou scalpé. Ici, c'est davantage l'aspect symbolique du guerrier, de l'opposant, de l'ennemi. Et c'est souvent le sort qui va être réservé aux guerriers amérindiens ennemis. S'il est voué à l'esclavage, bien, le prisonnier va rester dans la nation, il va avoir un statut similaire à un chien. Et dans le meilleur des cas, il va être échangé contre des biens ou vendu. Et à ce moment-là, c'est surtout là, pour la vente et l'échange, c'est davantage des prisonniers militaires et européens là, qui vont connaître ce sort-là. À qui les Alliés allaient vendre leurs prisonniers? Bien, les Alliés vont vendre... il y a deux types d'acquéreurs pour cette marchandise-là. Il y a la couronne de France et il y a les particuliers.
Montcalm et Vaudreuil vont racheter l'essentiel des prisonniers qui ont été faits là, à William Henry. Ce sont des représentants de la couronne de France. On sait qu'en période de conflit aussi, c'est intéressant là, de procéder au rachat des prisonniers parce que pour la France, c'est de la monnaie d'échange contre des captifs français ou canadiens qui vont avoir été faits par l'ennemi. Du côté des particuliers, ce sont des membres de l'élite qui vont se procurer des captifs noirs ou amérindiens parce que c'est une main-d'œuvre pour eux. On estime d'ailleurs qu'un esclave noir peut valoir entre 600 et 1500 livres. D'ailleurs, Bougainville signale qu'il y a des esclaves noirs qui ont trouvé des propriétaires, des esclaves noirs qui provenaient de William Henry, là, qui ont trouvé des propriétaires en Nouvelle-France. Et c'est corroboré aussi par Marcel Trudel, l'historien Marcel Trudel, qui a fait un recensement des esclaves en Nouvelle-France. Et lui dénombre 15 nouveaux esclaves noirs dans les sources et 71 esclaves amérindiens. On ne peut pas savoir hors de tout doute là, qui provenait de William Henry, mais dans le nombre, il y a fort à parier qu'effectivement, il y en a quelques-uns qui proviennent de William Henry. Certains récits des événements ont dépeint des scènes notamment de torture et d'anthropophagie. Qu'en est-il de ça? Je vais vous décevoir. Alors, il est peu probable qu'il y ait eu des actes de torture ou d'anthropophagie les 9 et 10 août. Du côté de la torture, d'abord, il n'y a aucun témoignage contemporain qui va en ce sens. Donc, c'est déjà en soi un fait, pratiquement. Ensuite, s'il y avait eu torture, ça aurait été expéditif et dénué de sens. Parce que la torture, ça fait partie d'un rituel pour apprivoiser la mort et ça implique de la souffrance. Donc, c'est la souffrance subie, la souffrance infligée. Le tortionnaire doit faire crier sa victime pour prouver sa supériorité et celle de sa nation. Puis à l'inverse, le torturé doit résister à la souffrance pour prouver sa bravoure et celle de sa nation. Donc, ça ne peut pas se faire de même sur le coin d'une table, là, ça prend le temps. Du côté de l'anthropophagie, l'objectif, c'est vraiment d'anéantir physiquement l'ennemi, puis c'est de le consommer finalement, l'anthropophagie. Ça vise à s'approprier les qualités guerrières de son ennemi et peut-être aussi là, à rendre hommage à sa bravoure s'il en a fait preuve. Il y a 3 mentions d'actes anthropophagiques pendant la campagne de 1757. Il y a Bougainville et le père Roubaud qui vont rapporter le même événement. Lors de la marche de l'armée vers le fort au début du mois d'août, et là, je cite Bougainville, là, un cadavre anglais est venu flotter le long du camp des sauvages. Ils se sont attroupés autour avec de grands cris et ont bu le sang et mis les membres à la chaudière. Au reste, ce ne sont que ceux d'en haut qui commettent ces cruautés. Nos domiciliés n'y prennent aucune part, ils se confessent toute la journée. Il y a 2 éléments intéressants là-dedans. D'abord, oui, c'est les gens des pays d'en haut qui vont pratiquer l'anthropophagie. Et encore, à la fin du régime français, oui, c'est documenté. Là, il y avait encore des rituels anthropophagiques du côté des nations des pays d'en haut. Et du côté des domiciliés, ils se confessent toute la journée. Donc, eux, vraisemblablement, là, ils ont perdu leur goût sauvage. Et on sait aussi que c'est un tabou là, de la religion catholique là, de consommer ses frères. Donc, voilà, ça explique pourquoi ce ne sont que les gens des pays d'en haut qui font ça. L'autre mention, c'est celle du milicien américain Jonathan Carver. Ça a lieu le 10 août et là, vous l'avez là, la version originale, mais je vais vous le traduire. Donc, ils ont mangé, dévoré le cœur de ceux qu'ils ont assassinés et ils ont bu leur sang. Donc, c'est très imagé. Ça fait un peu penser à la scène qu'on voit justement dans le film du dernier des Mohicans où le personnage Magua dévore le cœur de l'officier anglais finalement. Tout à fait. Malheureusement, comme la torture, l'anthropophagie, c'est un rituel. Ça prend le temps. On ne peut pas faire ça non plus rapidement, de façon expéditive. Ce qui fait qu'il est encore là peu probable, malgré ce que Carver rapporte, c'est peu probable que ça ait eu lieu. De toute façon, si on replace Carver là, dans son contexte, c'est vraiment à prendre avec beaucoup de recul, là, son témoignage est
très sensationnaliste, d'ailleurs, va inspirer Cooper là, pour son roman. Mais il écrit plusieurs années après les faits, donc c'est vraiment à prendre avec un gros bémol. Très bien. Puis, si on... je ne sais pas si tu avais terminé avec tes exemples. Oui. Autour des scalps, maintenant, même question, finalement, quelle est leur importance pour les Alliés et pourquoi ils en font autant de conditions de victoire, un peu comme pour les prisonniers? Oui. Bien, les scalps, c'est une façon de dominer l'âme du guerrier mort, mais ce qui est surtout intéressant dans le contexte qui nous intéresse, c'est que ça a la même valeur symbolique que le captif. Ils sont tous deux des preuves de la bravoure du guerrier. Cependant, avec le contact avec les Européens, il y aura une valeur monétaire qui va être associée autant au scalp qu'aux prisonniers. Et donc, la valeur monétaire du scalp est quand même moindre que la valeur du captif. Mais contrairement là, au captif, ce qui est quand même plus difficile d'en accumuler plusieurs, les scalps, bien, on peut en entraîner plusieurs avec soi. Et pas de doute possible, là, les 9 et 10 août, il y a vraiment eu une récolte de scalps. Par contre, c'est difficile à évaluer le nombre de scalps qui a pu être pris à ce moment-là. Surtout qu'on avait développé différentes techniques pour multiplier le scalp à partir d'un scalp. On pouvait en faire plusieurs. Il y a quand même aussi des preuves archéologiques qui témoignent là, de la prise de scalp. Il y a la présence d'un squelette sans tête parmi ceux retrouvés lors des fouilles archéologiques à William Henry. Puis un scalp, c'est pas juste... Ça peut être un morceau de peau, c'est souvent comme ça qu'on l'imagine, mais ça peut être aussi la tête en entier. Il y a aussi des squelettes qui ont des fractures du crâne occasionnées probablement par un tomahawk ou la prise de scalp. Les Européens ont généralisé la pratique du scalp. Traditionnellement, ce n'est pas toutes les nations qui avaient cette pratique-là. Mais quand les Européens arrivent, en fait, c'est une bonne façon aussi de diminuer l'effectif ennemi, la prise de scalp. Ça nous donne une preuve que nos alliés ont fait leur travail. Donc, on va donner au scalp une valeur monétaire. Et à ce moment-là, bien, autant Européens qu'Amérindiens vont s'adonner là, à la pratique du scalp. Dans les années 1740, on estime que le scalp vaut environ 5 livres. Et je vous mentionnais il y a quelques instants qu'un captif noir vaut entre 600 et 1500 livres. Donc là, c'est à vous de faire le calcul sur la rentabilité. Pour se procurer des scalps, les Alliés, est-ce que des Alliés auraient déterré des morts du cimetière aussi? Bien, c'est ce qui est rapporté par un seul contemporain, c'est le capitaine des Rangers, Robert Rogers. Un bon exercice de diction. Il a écrit dans son journal que son frère Richard, décédé quelques jours avant le siège, en fait, son cadavre a été déterré et scalpé. Rogers est à Halifax au moment des faits, donc ce n'est pas un témoin direct. Par contre, ce serait probable que des Alliés aient déterré des morts du cimetière pour se procurer des biens et se procurer des scalps. Et ça, bien, à moindre effort et en préservant leur relation avec les Français. D'ailleurs, la principale cause de décès à William Henry là, durant l'été 1757, c'est la maladie et plus particulièrement la très contagieuse variole ou petite vérole. Donc, il y avait probablement quelques cadavres là, dans le cimetière qui étaient morts des suites de la variole, comme il y avait aussi probablement quelques malades à l'hôpital qui étaient donc souffrant là, de la variole. Puis après, ou à peu près en même temps, là, il y a des Alliés qui vont déterrer des morts, mais pendant ce temps-là, il y a aussi des Alliés qui vont se rendre à l'hôpital et qui vont s'en prendre aux malades et aux blessés qui sont là. D'ailleurs, il y a 2 témoins, dont le chirurgien de l'hôpital, là, qui vont rapporter les faits. Ça peut s'expliquer par des raisons pratiques, c'est-à-dire pour ne pas retarder la marche de l'ennemi. Oui, ce serait plausible que des Alliés s'en soient pris aux malades et aux blessés. Mais c'est peut-être plus leur état de faiblesse qui en fait des proies faciles pour le pillage et pour la prise de scalp là, qui aurait intéressé les Alliés.
malgré le fait que Montcalm, en fait, les malades et les blessés sont sous la protection de Montcalm selon les actes de capitulation. Le Ranger Robert Rogers. Bon, c'est vrai que ça fait un bon exercice de diction quand même. Finalement, si on passe à la dernière condition de victoire, le butin. Encore une fois, c'est quoi l'importance du butin pour les Alliés et pourquoi c'est une condition de victoire pour eux? Bien, on sait que le pillage fait partie des garanties qui sont négociées par les Alliés lors de leurs engagements militaires avec les Français et c'est pas récent. Traditionnellement, oui, les Alliés, les Amérindiens se servaient du prétexte là, de campagne militaire ou de conflit pour se procurer des biens. Et Montcalm aurait donné aux Alliés et aux Canadiens un droit de pillage lors de la campagne de 1757 et c'est même très probable là, que les Alliés aient négocié leur collaboration à ce prix parce qu'on se rappelle que venir de la région des Grands Lacs ou de l'Ohio puis se déplacer vers la région du lac Saint-Sacrement, c'est quand même ça les amène plusieurs lieues là, loin de chez eux. Donc, il y a des bonnes chances qu'il y ait eu ce genre d'entente-là parce qu'on ne se déplace pas juste pour les beaux yeux des Français ou le plaisir de voir les uniformes rouges des Britanniques. Et après la conclusion de l'entente de reddition entre les Français et les Britanniques, bien, littéralement, les Alliés ont les mains vides. Donc, le contact avec les Européens, finalement, ça aurait entraîné une diffusion d'objets métalliques ou manufacturés, entre autres, ce qui a développé aussi une dépendance et qui a accentué les besoins d'approvisionnement, finalement. Oui, puis vraiment, la campagne de 1757, là, pour les Alliés, c'est l'occasion de se procurer des objets européens comme les tissus des vêtements, des uniformes, des chapeaux, des boucles de chaussures, évidemment des blanches. Il y a même de la vaisselle, des ustensiles de cuisine, des articles de couture, de la monnaie et évidemment de l'alcool. Le pillage permettait aussi aux Amérindiens de participer à l'économie coloniale en revendant les objets saisis. Là, quand ils ne comptent pas les utiliser, ils vont tout simplement là, les écouler sur le marché colonial. Et parmi les témoins directs des événements, là, tout le monde s'entend. Il y a eu des actes de pillage, donc c'est vraiment, il y a peu de doutes. C'est vraisemblable de croire que les Alliés ont tenté de s'emparer d'un butin en fouillant le fort après la reddition, en déterrant les morts du cimetière, en s'en prenant aux malades et aux blessés de l'hôpital et en détroussant les soldats de leur départ. Est-ce qu'il y a des contemporains et des historiens qui ont avancé d'autres explications pour les gestes posés? Oui, il y a quelques explications aussi qui ont été avancées, entre autres bien, la consommation d'alcool qui déresponsabilise les Alliés, qui leur permet de poser là, les gestes que j'ai décrits dans les dernières minutes. Il y a aussi la révolte contre les Français parce que à la signature de la reddition, bien, ça empêche les Alliés de se livrer aux actes de pillage. Il y aurait aussi la révolte contre les Britanniques qui ont assassiné des chefs abénakis lors de pourparlers de paix durant l'hiver 1757. Selon moi, c'est des motifs secondaires. C'est vraiment pas la raison principale là, qui a motivé les Alliés à agir en août 1757. Après les événements, qu'est-ce qui va se passer? La campagne prend fin abruptement. À la fin de la journée du 10 août 1757, plusieurs Alliés ont quitté les rives du lac Saint-Sacrement. La campagne est terminée pour eux. Hein. Ils ont des preuves de leur bravoure et de leur victoire, donc plus rien ne les retient. Les Français vont détruire le fort William Henry et vont décider de retourner au Canada dans les jours qui suivent. Montcalm va laisser tomber là, son projet de se rendre jusqu'à Fort-Édouard et Albany parce que, notamment, bien, trop d'Alliés sont partis puis ses effectifs en sont grandement diminués. Les événements du fort William Henry en août 1757 ne sont pas évidemment sans conséquences pour les Alliés et pour la suite du conflit en Amérique du Nord. Effectivement. Puis moi, je relève 4 conséquences majeures. Tout d'abord, bien, les récits sensationnalistes là, rapportés dans les journaux dans les jours qui suivent vont contribuer au climat de crainte. Là, je vais les mettre en même temps. Donc, au climat de crainte, au climat de peur là, chez les colons américains. Évidemment, on n'est pas dans leur tête. Donc, l'effet psychologique est dur à mesurer.
Mais peut-être aussi que ça a contribué à stimuler l'enrôlement des hommes dans les milices et les troupes coloniales, d'où le sentiment de patriotisme qu'on leur connaît encore aujourd'hui. Ensuite, les guerriers alliés qui sont entrés en contact avec la variole à William Henry vont contribuer à propager cette maladie-là, principalement dans la région des Grands Lacs et la vallée de l'Ohio. C'est sûr que c'est difficile d'estimer le nombre de victimes parce qu'il n'y a pas de registre, mais probablement que c'est supérieur à ce qui c'est aux victimes là, de William Henry. On sait que la variole est extrêmement contagieuse et que, en fait, les taux de survie sont faibles, particulièrement pour des gens qui n'ont pas été soumis souvent là, à ce virus-là, comme les Européens ont pu l'être. Ce qui fait que les Alliés ne seront pas en mesure de fournir des guerriers pour les campagnes de 1758 et 1759. Et ça a, parmi d'autres facteurs, bien sûr, à l'avantage décisif que prendront les Britanniques à partir de 1758. Puis, en octobre 1759, après la prise de Québec, Robert Rogers et son détachement de Rangers vont attaquer le village Abénaquis de Saint-François. Le choix du village Abénaquis n'est pas anodin. On rapporte qu'il subit des représailles pour la participation de ses guerriers à la campagne de 1757. Finalement, après la capitulation de Montréal en 1760, les alliés des Français vont se ranger du côté de la neutralité et vont négocier directement avec les Britanniques sans les Français. Donc, ils vont négocier des termes qui garantissent leurs droits territoriaux et la sauvegarde de leur mode de vie. Les Britanniques vont donc reconnaître une certaine autodétermination aux Amérindiens, aux alliés, aux ex-alliés des Français, en négociant directement avec eux. Il reste très peu de temps à l'entrevue. Si tu le veux bien, je passerai peut-être aux questions du chat si jamais il y en a. Ah, tu as pris le temps de les noter, c'est bon. On a deux questions du chat. En fait, la première question concernant le rachat des captifs. Combien coûtait le rachat? Est-ce que celui des Français était plus cher que celui des Anglais? J'ai pas d'informations là-dessus. C'est sûr que je pense pas que Montcalm soit parti non plus avec une bourse remplie d'écus sonnants et trébuchants. On sait aussi que bon, il y avait la mode de la monnaie de carte à ce moment-là. Je sais qu'il y a beaucoup de biens souvent qui sont échangés contre les captifs. On rapporte d'ailleurs que Vaudreuil va échanger quand même pas mal de captifs contre de l'alcool. Et ça va causer d'ailleurs certains problèmes à Montréal parce que c'est ça, quand les Alliés vont se présenter à Montréal pour échanger leurs captifs. Apparemment qu'il y a eu des épisodes plutôt bruyants dans les rues de Montréal là, dans les jours qui ont suivi parce que les Alliés se seraient probablement enivrés là, de l'alcool, de l'eau de vie qu'ils avaient reçue en échange de leurs captifs. Mais on ne peut pas, c'est difficile là, de chiffrer exactement. De vraiment évaluer, oui. Ouais. Autre question du chat également sur Facebook Live. Tu as parlé de malades et de blessés qu'on allait achever. Et la personne se demandait s'il n'y avait pas de code d'honneur militaire et si ça s'appliquait en Amérique, en fait. Bien, c'est pas le même code d'honneur que celui des Européens. Pour les Autochtones, puis là, c'est vraiment là, en termes anthropologiques, là, quand quelqu'un est faible, soit on l'abandonne sur place, ou on abrège ses souffrances. Ça ne fait pas de sens de protéger les faibles pour eux. Mm-hmm. Merci beaucoup pour tes réponses très complètes et toute la quantité d'informations que tu nous as données sur une autre image, en fait, qu'on a là, finalement, de la prise du fort William-Henry. Ceux et celles dans le chat qui se rappellent, comme moi, là, finalement, qui ont des lointains souvenirs, là, justement, du film et du roman de James Fenimore Cooper, le dernier des Mohicans, justement. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, finalement, ça me fait revoir un peu les événements d'une autre façon, puis un peu peut-être les anachronismes aussi qu'on peut peut-être y retrouver, les interprétations et tout ça. Bref, ça nous remet des choses en perspective. Donc, je te remercie pour ton intervention. Ça me fait plaisir. Avant de terminer, par contre, je voulais juste faire un retour là, sur tout ce que j'ai dit. En fait, la victoire, là, je le rappelle, là, la victoire pour les Amérindiens comprend des prisonniers, des scalps et un butin, en évitant les pertes humaines. Lors de la capitulation du fort, les conditions de victoire
ne sont pas remplis pour les alliés amérindiens. Ils choisissent donc d'agir indépendamment de l'entente entre les Français et les Britanniques. Et leurs gestes, les 9 et 10 août, leur sont dictés donc par cet impératif de victoire-là. Ils vont piller le fort et la garnison pour se procurer des biens. Ils vont capturer des militaires, des esclaves, des femmes, des enfants, pour les vendre, les échanger contre des biens. Ils vont prendre des chevelures sur les cadavres, les malades, les blessés, les bien portants, et pour les vendre probablement. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de motivation économique dans les choix qui vont être faits par les alliés à Fort William Henry. Pendant 150 ans, la France a construit des alliances, a forgé des alliances et a entretenu des liens étroits avec les Amérindiens en Amérique. Et c'est un peu l'apogée de ce système-là à William Henry, notamment là, parce que c'est le plus grand nombre de guerriers alliés qui vont participer à une campagne dans toute l'histoire de la Nouvelle-France. Puis bien sûr, bien, ces guerriers-là cherchent la victoire et des preuves de leur bravoure. Ce qui fait que, il semblerait qu'en 1757, l'aspect économique des alliances soit exacerbé et qui démontre à quel point les Alliés se sont bien intégrés dans la dynamique coloniale qui a été mise en place par les Français. Peut-être même trop bien intégrés à ce moment-là pour les Français parce que ça ne les a pas servis. Là. Geneviève, merci beaucoup de nous avoir accordé du temps pour cette édition des Rendez-vous de l'Histoire. Ça m'a fait plaisir. Et merci beaucoup d'ailleurs justement à l'équipe de MaTV pour nous avoir prêté les caméras ainsi que la captation audio pour ces diffusions qu'on fait sur Facebook Live pour cette année. Merci également à vous, cher public, d'être présent au poste, fidèle au poste plutôt, devrais-je dire, et au rendez-vous pour cette captation justement en live sur Internet de ces conférences-là. Mon nom est François Lafont, donc animateur et diffuseur pour les Rendez-vous d'Histoire de Québec, également streamer, historien, gamer sur la plateforme twitch.tv. Sous le pseudonyme L. Frank. Alors, c'est ce qui clôture finalement notre entretien avec Mme Geneviève Bergeron. Merci à tous et on va se revoir à 14h30 pour un entretien avec M. Pierre-Alexandre Bonin qui va nous parler de la médiation d'événements historiques dans la littérature jeunesse québécoise. Donc, une autre conférence, encore une fois, à ne pas manquer. Alors, on se retrouve à 14h30, heure du Québec, pour le prochain Facebook Live.